Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons donc Daniel Haïk ce matin. Et Daniel, nous commençons cette revue de la presse par une révélation en première page du Israël Hayom et qui se rapporte à la réforme judiciaire de Yariv Levin. Et oui, Lana, en fait, le Israël Hayom nous révèle une sorte de calendrier de la mise en application de cette réforme et de ses différentes phases, tout en faisant un lien entre cette réforme et le procès de Binyamin Netanyahou. Selon le quotidien gratuit, d'ici un peu plus d'un an, c'est-à-dire d'ici la fin de la session d'hiver du Parlement israélien 2023-2024, la réforme judiciaire aura été complétée. Pour l'instant, on ne connaît que 4 éléments de la première phase de cette réforme, comme par exemple la modification de la commission de nomination des juges, l'annulation de la fameuse clause de raisonnabilité ou la fameuse loi de contournement. Mais la seconde étape prévoirait, il faut être prudent, une série de nouvelles lois significatives, comme par exemple la loi modifiant le statut des conseillers juridiques, la loi visant à diviser les fonctions du conseiller juridique du gouvernement en 2 et d'en faire également un procureur général, et enfin la fin de la fameuse tradition de la seniorité qui accorde automatiquement au juge entré le plus jeune à la Cour suprême le titre de président de la Cour par ancienneté. Et puis le Yediot Aharonot consacre lui ce matin sa manchette au plan visant à permettre à des dizaines de milliers d'Israéliens d'obtenir un permis de port d'armes. Oui, le Yediot Aharonot explique que les responsables du département des ports d'armes au sein du ministère de la Sécurité nationale ont présenté hier au ministre Itamar Ben-Gvir un programme destiné à permettre rapidement à des dizaines de milliers d'Israéliens de se doter d'armes à feu afin de pouvoir les utiliser le cas échéant contre des terroristes palestiniens. On sait que c'était là l'un des souhaits exprimés par Itamar Ben-Gvir au lendemain ou même au soir des attentats de Jérusalem en fin de semaine dernière. Ainsi par exemple, les agents de la sécurité et les officiers de Tsahal seront dispensés automatiquement d'un entretien préalable avant de pouvoir se doter d'une arme à feu. Ben-Gvir s'est félicité de ce développement qui, selon lui, va permettre aux citoyens israéliens de se défendre et d'avoir plus de sécurité personnelle. Et puis on reste dans les pages du Yediot avec décidément des avocats israéliens qui n'ont pas bonne presse actuellement. Après l'affaire de harcèlement qui a conduit le bâtonnier Avi Rimi à démissionner, le Yediot révèle un autre scandale. Et oui, sur un quart de sa première page, le Yediot Aharonot révèle le scandaleux comportement, apparemment, bien entendu, là aussi prudence, de l'avocat de Yelena Volkov, Eyal Besserglik. Yelena Volkov, c'est la veuve de Yuri Volkov, cet Israélien qui a été assassiné il y a quelques mois à coups de tournevis à un passage clouté par un motard qui n'avait pas respecté le passage et qui avait failli le renverser. L'assassinat de Yuri avait provoqué une très forte onde de choc dans la société israélienne. Yelena, sans le moindre moyen pour financer l'enterrement de son mari et d'autres frais, entre autres des frais d'avocat, avait lancé sur les réseaux sociaux une souscription nationale qui lui avait permis de collecter pas moins d'1 million de shekels. Aujourd'hui, il s'avère que Eyal Besserglik, son avocat, a reçu d'elle 585 000 shekels, une somme astronomique pour ses services, inacceptable surtout lorsque l'on découvre, comme le font les lecteurs du Yediot Aharonot ce matin, que Besserglik est aujourd'hui candidat, tenez-vous bien, à la succession d'Avi Rimi à la tête du barreau israélien. Oui, le même Avi Rimi qui a dû démissionner il y a 2 jours pour avoir harcelé sexuellement une avocate qui souhaitait qu'il la pistonne pour devenir juge. Décidément, il s'en passe des choses pas très clean au barreau israélien. Et puis les quotidiens israéliens et les sites d'information se penchent sur la décision du gouvernement Netanyahou de réclamer un report de plus de la démolition du village bédouin illégal de Khan el-Ahmar. Oui, et c'est Navé Dromi qui tente d'expliquer dans son analyse pourquoi le gouvernement israélien le plus à droite de l'histoire d'Israël a-t-il peur de se frotter à ce dossier de l'évacuation de Khan el-Ahmar. Selon elle, l'évacuation de ce village bédouin illégal est certes importante, mais pour l'instant, le gouvernement entend se focaliser sur la mise en application de la réforme judiciaire de Yariv Levin, et on considère dans le camp national que le dossier Khan el-Ahmar risque d'entraver l'action du gouvernement dans la réforme Levin, et c'est pourquoi il est préférable de reporter cette évacuation à une date ultérieure après le vote de tout ou partie de cette réforme judiciaire. Le site N12 fait état, lui, d'un vent de contestation au sein du Likoud et dans le sionisme religieux contre Benyamin Netanyahou. En effet, plusieurs ministres Likoud et des ministres du parti sioniste religieux s'étonnent des efforts entrepris récemment par Benyamin Netanyahou pour faire voter une loi, la fameuse loi qui pourrait permettre le retour d'Aryeh Deri au sein du gouvernement. Pour les ministres sionistes religieux, une telle démarche, là encore, risque d'affecter la mise en application de la réforme judiciaire. Au sein du Likoud, plusieurs ministres auraient même posé un ultimatum au Premier ministre en ces termes: tant
que le statut de deux de nos députés, Dodi Amselem et Danny Danon, ne sera pas modifié, qu'ils ne rentreront pas au gouvernement, eh bien nous ne cautionnerons pas le retour au gouvernement d'Aryeh Deri, et ses ministres déplorent. Pour Deri, Binyamin Netanyahou est prêt à déplacer des montagnes, mais pour Amselem et Danon, qui sont des membres de son parti, il ne bouge pas le petit doigt. Dans le dossier diplomatique et sécuritaire, le Maariv se fait l'écho ce matin d'exigences faites par Anthony Blinken à Mahmoud Abbas lors de leur rencontre à Ramallah mardi. Le secrétaire d'État américain aurait soumis durant cet entretien au raïs palestinien un plan visant à restaurer la souveraineté de l'autorité palestinienne dans les camps de Jenin et de Naplouse, qui sont, on le sait, de véritables bastions du terrorisme. Ce plan serait, selon les Américains, l'un des moyens permettant d'éviter une escalade de la violence qui pourrait conduire jusqu'à une troisième intifada. En effet, les experts sécuritaires, tant américains qu'israéliens, font un lien direct entre la perte du contrôle de ces deux villes par l'autorité palestinienne et la recrudescence des actes de violence constatés ces derniers mois. Le plan proposé par Blinken devrait être mis en application en coordination avec le général américain Mike Pencel, qui est le coordinateur de l'action sécuritaire américaine au Proche-Orient. Et puis enfin, pour terminer, une bonne nouvelle, Daniel, pour les amateurs de bonne cuisine. Le guide Michelin est en route vers Israël. Oui, en effet, c'est le site N12 qui nous l'annonce. Après plusieurs hésitations, le ministre du Tourisme, Chaim Katz, a donné hier son feu vert et il a annoncé qu'il envisageait très favorablement l'entrée en Israël du guide Michelin, mais à condition de l'instauration d'un partenariat avec la municipalité de Tel Aviv, où se trouve apparemment une partie importante des restaurants qui sont susceptibles d'entrer dans le célèbre guide.